Bonjour, c'est Jean-Marc sur Hit Sensation 85. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Destin criminel. Ce sera un épisode de rentrée, car après un mois de vacances, il faut bien s'y remettre. Et je vais reprendre le fil régulier des épisodes. Et on va commencer par une histoire qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues, comme celle en particulier qui veut qu'une mère ne peut en aucun cas faire du mal à ses enfants. En cette nuit du 19 mai 1983, à l'hôpital Mackenzie-Willamette, qui se situe à Springfield dans l'Oregon, rien ne pouvait préparer l'équipe de nuit au drame qui allait se passer. Dans l'allée, juste derrière les doubles portes automatiques des urgences, une jeune femme blonde d'une vingtaine d'années les alerta en pointant du doigt à l'intérieur de son véhicule. Elle cria « Quelqu'un a tiré sur mes enfants !» En entendant ces mots, la réceptionniste, Julie Patterson, composa immédiatement le numéro de la police, comme c'était le cas dans toutes les affaires de crimes violents. La mère, elle, était légèrement blessée au bras. Les infirmières, Rose Martin et Shelby Day, chancelèrent en regardant à travers la vitre de la voiture. À l'intérieur, l'horreur. 3 enfants, 1 à l'avant et 2 à l'arrière. Ils étaient couverts de sang. La question qui était sur toutes les lèvres était « Comment ça a-t-il pu se passer ?» et qui avait tiré sur ces enfants. L'équipe médicale s'affairait autour des enfants et malgré leur état, ils réussissent à les maintenir en vie en les transférant immédiatement au bloc opératoire. Cependant, Cheryl succomba dans la nuit. Christie's, qui avait perdu beaucoup de sang, était dans l'état stationnaire et Danny semblait stable, mais il existait des risques qu'il soit paralysé. Quand Diane Brown, car c'est son nom, revint au guichet des urgences, on lui annonça l'état de ses 3 enfants. Et son attitude étonna l'équipe. Elle semblait presque trop calme. Au sujet de Danny, qui allait certainement survivre, elle demanda comment la balle avait pu manquer son cœur, ce qui était quand même plutôt bizarre. Quand les détectives la rencontrèrent, ils furent également surpris. Son attitude était à l'opposé de celle des autres femmes qu'ils avaient rencontrées dans le cadre des drames équivalents. Effectivement, on s'attendait à voir quelqu'un de très agité, de terrorisé, et visiblement elle était d'une froideur glaciale. À ce point de l'enquête, les policiers qui n'avaient pas traîné savaient déjà que l'arme utilisée était à 22. L'analyse de la peau des enfants leur permirent de déterminer que l'arme avait été utilisée à une distance très proche, et donc que les coups de feu avaient été tirés de l'extérieur comme indiqué par Diane. D'elle, ils apprirent qu'elle avait 27 ans, travaillait à la poste et avait récemment divorcé. Elle leur raconta le déroulement du drame. Elle et ses enfants avaient dîné rapidement et avaient quitté leur petit duplex de Springfield pour se rendre chez une amie, Heather Plourde. Celle-ci avait comme projet d'acheter un cheval, et Diane avait vu une annonce dans le journal qui semblait convenir. Ne connaissant pas le numéro de téléphone de celle-ci, elle avait décidé de se rendre directement chez elle. Une petite balade en voiture lui permettrait d'éloigner les enfants de la maison pour quelques heures. Sur le chemin du retour, elle remarqua un homme, dont elle fit d'ailleurs une description précise. Ne voulant pas lui donner ses clés de voiture, celui-ci aurait tiré sur les enfants et sur elle. Pendant qu'elle expliquait ceci, l'inspecteur ne pouvait s'empêcher de penser que l'endroit où elle était blessée, le bras, était souvent utilisé par des criminels pour faire croire qu'ils avaient été attaqués. Les soupçons étaient déjà dans leur tête. Avant l'interrogatoire, Diane avait accepté une perquisition à son domicile. Elle avoua posséder 2 armes, mais qui étaient en très mauvais état. Plusieurs infirmières et inspecteurs l'accompagnèrent quand celle-ci eut la permission d'aller voir Christie's. En prenant la main de sa fille, elle lui murmura « Je t'aime ». Mais le ton était froid. Le plus surprenant fut le regard de la petite en croisant celui de sa mère. Il se remplit de peur. Le vendredi, les inspecteurs vérifièrent que Diane et ses enfants étaient bien allés visiter les Plourde. Ceux-ci confirmèrent qu'il s'agissait bien de l'annonce pour le cheval. Lors des perquisitions au domicile de Diane, ils trouvèrent son agenda, des armes et des balles identiques à celles trouvées dans le corps des enfants. Une photo d'un jeune homme attira particulièrement leur attention. Il s'agissait certainement de la personne que Diane avait appelée en arrivant à l'hôpital, avant même son ex-mari. Au fil des interrogatoires qui se multipliaient, sa version changeait légèrement. Comme la position exacte du meurtrier lorsque son ex-mari fut interrogé, il révéla que celle-ci ne possédait pas 2, mais 3 armes.
dont un du calibre 22, et qu'elle ne l'avait pas mentionné. Le mari leur révéla aussi que l'homme que Diane voyait était marié, qu'ils avaient vécu une liaison torride, mais que celui-ci avait préféré retourner vers son épouse plutôt que vers une femme divorcée, mère de 3 enfants. 2 nouveaux inspecteurs rejoignirent l'équipe. Ils avaient été embauchés pour étudier le passé de Diane et surtout ses amours. Leur premier objectif était de prouver que Steve Down, le mari, et Lev Lewinston, l'amant, n'étaient ni l'un ni l'autre le mystérieux assassin. Lev Lewinston fut très honnête avec eux. Il avait rencontré Diane en 1981. Bien qu'à l'époque il était très amoureux de sa femme, il s'était quand même livré à une aventure extra-conjugale, surtout basée sur une très forte attirance physique. Cependant, Diane voulait plus. Elle voulait qu'il quitte sa femme. Et Lev était pris dans une relation qui pour lui ne devait pas dépasser le cadre du lit. Une chose attira l'attention des enquêteurs. Lev n'avait jamais voulu voir Diane avec ses enfants. Quand celui-ci mit fin à sa relation, Diane continua à le harceler, au téléphone, par courrier, allant même jusqu'à suivre sa femme dans la rue. L'un des points les plus importants pour les enquêteurs fut quand Steve affirma que Diane possédait bien un calibre 22. En juin, les inspecteurs se retrouvèrent pour faire le bilan de leur information et voir s'il fallait oui ou non inculper Diane. Ceux-ci commençaient en tout cas à ne plus douter de sa culpabilité. Mais à part avoir un témoin direct, aucun tribunal n'inculperait jamais une mère de famille pour avoir tué ses enfants avec aussi peu de preuves. Car les preuves manquaient. Leur souci numéro 1 était de protéger les enfants. Ceux-ci furent placés dans un service de l'État et Diane avait interdiction de les voir. Depuis le début de l'affaire, Diane était devenue la star des médias. Et les enquêteurs craignaient sa victimisation par le jury au cours de l'audience. Au cours d'un énième interrogatoire, elle raconta une nouvelle fois l'histoire, en insistant sur le fait que le meurtrier la connaissait, car il l'avait appelée par son nom. Or, elle n'avait jamais donné cette information. Lorsque pressée par les policiers qui lui demandaient si elle avait tué ses enfants, ou du moins essayé de tuer ses enfants pour reconquérir Lev, elle répondit que non, et que l'amour de ses enfants lui manquait beaucoup, et que c'est pour ça qu'elle était de nouveau enceinte. Les policiers furent très surpris d'apprendre la nouvelle. Attendre un enfant dans de telles circonstances leur paraissait pour le moins bizarre. Pour certains, à l'esprit un peu plus retors, cela pouvait être un moyen d'éviter, en cas de culpabilité, la peine de mort. Pendant ce temps-là, Christy fit de gros progrès à l'hôpital, commençant même à parler. Elle témoigna mais ne put révéler le nom du meurtrier. Elle était visiblement effrayée. Avec tous ces éléments, les enquêteurs décidèrent d'inculper Diane et donc de l'arrêter. Alors, qui est Diane? Diane est née le 7 août 1955 à Phoenix, dans l'Arizona. Ses parents, Will Aden et Wes Fredrickson, se sont mariés à l'adolescence. Ils ont eu leurs enfants très rapidement. À l'école primaire, Diane était bonne élève, mais pas non plus dans les têtes de classe. Ses parents lui interdisaient de porter des vêtements à la mode, et partout où elle allait, tout le monde se moquait d'elle. Dans ses déclarations, elle dira que son père commença à la toucher et à la caresser quand elle a eu 11 ans, sans toutefois aller jusqu'à la violer. Diane avoua que ses comportements, inopportuns, cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. À 14 ans, ses parents lui permirent d'intégrer une école d'esthétique. Ce fut une renaissance pour Diane. Grâce à une nouvelle coiffure, une nouvelle garde-robe, elle put devenir, comme on dit, populaire. Les garçons commencèrent à la remarquer. Stephen Down, un garçon du collège Moon Valley, tomba instantanément amoureux de la jolie petite blonde. Ils devinrent inséparables, toujours main dans la main. Après leur baccalauréat, ils suivirent 2 cursus différents, mais continuèrent une correspondance soutenue. Steve revint au pays et le couple se maria le 13 novembre 1973. Dès le départ, le mariage fut bancal. Steve travaillait à mi-temps et Diane retrouva en son amour d'enfance le côté dominateur de son père. Elle rêvait de l'amour, mais réalisa trop tard que Steve n'était pas celui qu'elle voulait. Elle fut très heureuse en découvrant qu'elle était enceinte. Il s'agissait pour elle d'un sentiment de pouvoir inconnu jusqu'alors, et elle savoura le plaisir d'être en possession d'un amour total. Cependant, après la naissance de Christy, en octobre 1974, ce fut le retour à la triste réalité, c'est-à-dire servir Steve, s'occuper de l'enfant, et en plus, occuper un emploi à mi-temps. Pour ne pas s'effondrer, il lui fallait sentir encore cet amour puissant,
elle tomba de nouveau enceinte. Cheryl Lynn naquit en janvier 1976. De 1976 à 1977, Diane quitta plusieurs fois Steve en emmenant ses enfants avec elle. Ce qui rendait à chaque fois Steve très malheureux. En fait, dans ce couple, personne n'était heureux, mais le couple tenait toujours. En 1978, la famille déménagea à Mesa, où Steve et Diane travaillaient dans la même usine de mobil-home, dans une chaîne de fabrication. Et Diane y rencontra un homme. Son cœur s'emballa de nouveau, toujours la même soif d'amour. Danny vit le jour après le Noël 79. Bien que l'enfant n'était pas lui, et Steve le savait, il l'accepta comme le sien. Malgré cela, le mariage était toujours aussi bancal. Et les Dorn décidèrent de divorcer. Diane déménagea chez le père de Danny, et c'est à cette époque qu'elle commença à changer. Libérée du carcan du mariage, elle commença à oublier également ses obligations de mère. L'ivresse créée par l'amour de ses enfants était bien terminée. Elle préféra travailler, s'éloigner de la maison, et embaucha de nombreuses babysitters, plus jeunes les unes que les autres. L'une d'elles relata un accident qui précéda le drame. Diane interdisait tout à ses enfants. Si Danny réclamait un peu d'attention, elle le rejetait. Mais le pire, ce fut quand un jour je surpris Cheryl en train de sauter sur son lit. Je lui ai dit que ce n'était pas permis. Je la fis s'asseoir et réfléchir à ce qu'elle venait de faire. Cheryl resta calme, tout en regardant en l'air et demanda « Est-ce qu'il y a un pistolet ici ?» Je lui répondis que non, et pourquoi elle me posait cette question? Ce à quoi elle me dit « Je veux me tuer. Ma maman me dit que je suis mauvaise. » Diane trouva un emploi à plein temps à la poste en 1981, dans la ville de Chandler. C'est ici qu'elle rencontra Lev Levinston. Elle en tomba amoureuse. Cependant, Lev s'éloigna d'elle. Elle décida alors de quitter l'Oregon. Voilà donc où en étaient Diane et ses enfants lorsque le drame arriva. Le procès de Diane Dorn commença le 10 mai 1984, avec un jury constitué de 9 femmes. L'opinion était divisée, coupable ou non. Pour les uns, c'était une mère aimante qui en aucun cas n'aurait pu faire de mal à ses enfants. Pour les autres, c'était un être machiavélique. Tout le monde avait son avis et peu était nuancé. Lors du procès, toutes les informations furent données. Sa passion pour un homme marié, l'arme introuvable, son étrange réaction lors du drame, et la peur dans les yeux de Christy. L'événement se passa quand Christy fut appelée à la barre. Et cette fois, à la question sur l'identité du meurtrier, elle répondit « Maman ». Le ton pour le reste du procès était donné. Diane fut condamnée à la prison à vie, plus 50 ans. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre, puisque la prison à vie, plus 50 ans. Mais selon les États, aux États-Unis, il y a vraiment parfois des peines qui nous échappent. Ça peut aller de 350 ans. Certains États, eux, font des peines à temps, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes condamné de 10 à 20 ans, avec un minimum et un maximum. Et là, en l'occurrence, c'est prison à vie, plus 50 ans. Au moment où elle s'apprêtait à commencer sa vie en prison, elle a donné naissance à une autre petite fille. Sa fille a été immédiatement donnée en adoption et conduite dans une chambre d'hôtel où l'attendaient ses nouveaux parents. Actuellement, Diane Dorn est toujours détenue. Elle a tenté à plusieurs reprises de faire une demande de libération conditionnelle, mais jusqu'à maintenant, elle a été refusée. L'expertise psychiatrique pendant son procès ont diagnostiqué chez elle des troubles de la personnalité narcissique, antisociale et surtout histrionique. Alors voilà un mot qui est déjà compliqué à prononcer pour un podcasteur. Alors, qu'est-ce que l'histrionique? C'est un trouble de la personnalité caractérisé par un niveau émotionnel et un besoin d'attention exagéré. Le patient est en quête d'attention de la part d'autrui et essaye de se mettre en valeur, de séduire ou simplement d'attirer le regard ou la compassion. La séduction devient un besoin pour la personne qui vit avec ce trouble affectif. Le besoin de plaire devient excessif. L'histrionique utilise le charme et les comportements de séduction inadaptés comme moyen d'échange et de communication. C'est un peu compliqué, mais pour une bonne compréhension, et comme c'est quand même quelque chose de médical, je préfère vous lire ce qu'en dit un dictionnaire médical. Donc pour conclure, ce mode de séduction incessant devient un outil de manipulation afin de s'assurer que ses besoins soient comblés en priorité, au détriment de ceux d'autrui. À défaut d'attirer l'attention par la séduction, elle se posera en victime, c'est ce qui est un peu le cas, s'épanchera dans le dénigrement d'autrui,
et aura des accès de colère intenses. Alors il faut savoir que ce trouble psychiatrique touche majoritairement les femmes et touche de 1,3 à 3% de la population. Alors pour aller plus loin dans cette histoire, je vous conseillerais le livre de Anne Rule, On a tué mes enfants. Alors, qui est Anne Rule? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une auteure américaine qui a écrit de nombreux ouvrages sur les tueurs en série, en particulier sur Ted Bundy, qu'elle connaît bien car elle a été avec lui une des permanentes d'un centre d'écoute anti-suicide aux États-Unis. Et donc elle le connaît, elle l'a fréquenté. Elle a écrit un livre sur lui qui s'appelle Un tueur si proche, que je vous conseille, qui est vraiment très très bien. C'est une auteure très prolifique, qui a écrit beaucoup de livres, et qui à chaque fois fait une grande part aux victimes dans ses ouvrages, et pas seulement aux tueurs. Alors il y a aussi un téléfilm en 2 parties, qui s'appelle On a tiré sur mes enfants, et où c'est l'actrice Farrah Fawcett qui joue le rôle de Diane Down. Il y a d'ailleurs une certaine ressemblance physique. Il me reste à vous remercier de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation 85.